Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bon, bienvenue chez moi, Mayumi, Raphaël. Avec Laurent, on est très très contents. C'est vrai, ça, merci de nous recevoir, Jérémy. Oui, bienvenue chez toi aussi. Chez moi, il y a le café, un jus d'orange. Voilà, on se met bien. Ça bien. Et c'est un petit peu la suite de l'épisode qu'on a fait à Nîmes. On reviendra dessus un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, 2 novembre, sort officiellement votre nouveau livre. C'est tout aujourd'hui, hein? Ben oui, c'est tout à fait aujourd'hui, ouais. Voilà, pas mal. Exactement. Votre nouveau livre qui s'intitule Merci. Et ce qui est rigolo, c'est que quand cet épisode sortira, on sera à quelques jours de Thanksgiving. Parfait. Donc, bon, le clin d'œil est évident. Mais on avait envie de commencer cet épisode en vous demandant merci à qui, merci à quoi? Merci tout simplement. En fait, merci tout simplement, c'est juste l'idée de gratitude, mais pas envers les humains, envers le reste. Et ça, c'était parti de cette idée-là, c'est que on a peut-être une pensée qui est très tournée vers les humains, et là, d'un seul coup, dire merci aux choses, il y a cette absurdité qui va remettre la lumière vers ces petites choses. Il y a ce petit côté animiste où on remercie les choses qui ont été utilisées, qui ont été tout simplement on les remercie pas assez en fait, toutes ces choses qui nous entourent et oui, c'est important en fait. Quand on a une vieille cuillère qu'on a utilisée, qu'on a payé 2 € mais qu'on a utilisée pendant 20 ans, à la fin elle a une valeur inestimable. Et juste en se faisant cette petite réflexion là, simplement l'idée du livre, au début elle semble un peu bête ou neuneux, mais non, c'est pas neuneux d'être reconnaissant, ok? On va se mettre tout de suite d'accord. Mais ou l'absurde quoi, de dire merci à la cuillère, et en fait c'est presque plus essentiel, c'est vraiment merci cuillère, c'est celle qui nous fait exister, et c'était aussi l'idée de se dire est-ce qu'on n'existe pas est-ce que les objets qui sont autour de nous, c'est pas eux qui nous font exister par en creux. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me souviens qu'on avait commencé à faire ce livre-là, on était au Japon. Mm-hmm. Enfin, on avait évoqué cette idée-là, et au Japon, on a pour habitude de remercier les objets en fait plus souvent qu'ici. C'est vrai. En Occident. Je savais pas. Ouais. Ouais. En fait, les objets portent une âme, portent vraiment. Parce qu'on peut comprendre aussi dans les yokai, notamment puisque beaucoup de yokai sont des objets. Et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand ils sont neufs, ils sont pas encore, ils ont pas d'âme. Mais quand ils ont été utilisés pendant 20 ans par un vieux monsieur, ensuite il faut faire attention à cette cuillère parce elle s'est animée par le fait d'avoir eu cette interaction avec l'humain, et on les a activés en fait. Et les objets, il faut remercier l'objet si on veut le jeter. Remercie-les au moins pour quand on a une vieille paire de chaussures, on a tous cette c'est terrible de la jeter ou bien au moins bien la remercier. Et il y a quelque chose peut-être aussi d'un peu politique, c'est-à-dire que le côté acheter, jeter, en fait je pense que il faut si on remerciait les choses, on jetterait moins, tout simplement. Ouais, complètement. Puis c'est la pratique du kintsugi ou kintsukuroi aussi, qui est de finalement réparer les objets cassés en leur donnant en fait une nouvelle vie, et pas n'importe comment, c'est vraiment avec de la colle d'or et voilà. Une plus-value comme ça, on la. Ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à m'acharner à réparer des choses qui à la base ne valaient rien, mais réparer 10 fois un petit truc, et à la fin il porte quelque chose, un affect et une âme qui
même un petit objet Ikea pour enfants là, je sais pas combien d'enfants il a fait, on nous l'a donné, il était déglingué, j'ai passé 2 heures dessus. Ça, c'est bien plus que la valeur qu'a cet objet-là, mais maintenant il vit, il a vécu 3 enfants, il a des vis dans tous les coins et c'est bien plus que l'objet qu'il était au début. On dirait du Toy Story. Donc là, je peux dire merci micro. Exactement. Je peux dire merci canapé. Ouais. Merci. Exactement. Merci. J'allais dire Raphaël et Mayumi, mais non, vous n'êtes pas des objets. Merci enregistreur. En fait, ces 4 micros, ils sont là depuis le début de l'histoire de Sens Créatif. Exactement. J'ai pas upgradé. C'est toujours les mêmes vieux micros. À quoi est-ce que vous aimeriez dire merci là, maintenant, tout de suite, à l'instant T? C'est marrant, par instinct, on a envie de remercier des gens. Mais c'est oublier effectivement tous les objets qui accompagnent. C'était. Ouais, moi j'aurais dit merci la tasse pour le café. Merci. Que du faux café. Du faux café. Merci faux café. Merci faux café. Voilà, il a une valeur. Ouais. Merci Cookie. Merci Cookie, merci. Ouais, je viens de sortir mon appareil photo qui a pris pas mal de chocs et je m'acharne à le réparer encore scotché. Merci Parapluie. Merci Métro pour qui vous amène d'un point A à un point B avec votre tournée pour la sortie du livre. Mais là, on est en train de remercier les objets, mais il y a pas que les objets en fait qu'on peut remercier. Si on parle justement de merci, votre album, c'est en fait un imagier. Qui est aussi une aventure. Ça, c'est pas juste un enchaînement. Souvent, dans un imagier, on trouve une astuce aussi pour le rendre intéressant. Mais là, il y a une histoire vraiment en séquence qui se passe du début à la fin. Et moi, j'ai envie de remercier, en fait, le souvenir. Je spoil rien sur le récit. Mais pour moi, ce qui se passe justement quand on rencontre les objets, quand on rencontre un environnement, quand on rencontre les personnes, évidemment, ce qu'on va en retenir de tout ça, c'est vraiment le souvenir. Et j'ai de plus en plus l'impression que je suis sur Terre comme une machine à créer du souvenir et que ces moments précieux, c'est finalement ce que je vais retirer de mon parcours. Je fais un peu méta, un peu cosmique là, mais on est là pour ça. Mais on est là pour ça. Et je vois ce matin, en fait, j'ai passé un moment avec ma fille. Là, elle vient d'avoir 15 mois. Et je la voyais en train de ranger. Elle était en train de ranger des objets. Et elle en prenait vraiment soin. Et elle les a pas rangés de façon juste expérimentale. Elle a vraiment fait tout un petit parcours pour aller poser les objets au bon endroit, pour respecter aussi l'ordre des objets que son frère met en place. Et ce moment-là, je l'ai capturé en vidéo. Parce que j'ai eu conscience que c'était un moment de souvenir et que je voulais pas l'oublier en fait, tout simplement. Donc merci Appareil Photo ce matin de m'avoir permis de conserver un souvenir. Et ce que je vais rajouter par rapport à ça, ce que j'aime beaucoup finalement dans l'approche de Merci de votre album, c'est que c'est du dessin. Et le dessin, c'est pas comme une photo, c'est pas comme une vidéo. En fait, c'est une réinterprétation du souvenir et parfois c'est même plusieurs souvenirs mélangés. En une chose qui est un petit peu la pulpe et qui laisse derrière l'imagination faire le reste. Voilà. Et oui. C'était juste en faisant la liste avant là on a commencé à dire les choses les plus proches, merci tasse, ensuite merci café, et ensuite on a dit merci métro et rien que là avec ces 3 mots on commence à dessiner un parcours et c'est ça qu'on s'est rendu compte. Au début on avait juste envie de faire c'était plutôt un grand livre qu'on avait proposé à l'éditrice. C'est un grand livre. Ah non, c'est un gros livre. Ça, c'est un gros livre. Ouais. Voilà, c'est là où ça est passé, un grand avec des vraies listes d'objets, plein d'objets, de dire merci, avoir une sorte de cascade de merci sur des grandes pages, mais pas avec beaucoup de pages. Et elle nous a orienté plus vers un gros livre, mais avec un merci par page. Et ça change complètement. Et là, on s'est rendu compte qu'en faisant les objets un par un, tu fais dans quel ordre? Et puis au début, tu sors de la chambre, et puis ah ouais. Et là, il y a un parcours qui se dessine. Et donc, ça commence comme un imagier, et puis d'un seul coup... Ah, c'est une aventure. L'aventure part. Ah ouais. Et là, parce qu'aussi, quand il y a la double page avec le plan, là, tu sais que on est parti pour une aventure. Et l'aventure comme une promesse. Ouais, merci promesse. Et parce qu'en fait, on pensait avoir le souffle suffisant. Enfin, non. Justement, on n'a pas réussi à avoir le souffle suffisant pour dessiner un objet et lui donner une âme juste à ce dessin-là. C'est-à-dire qu'on a essayé de dessiner une tasse et lui dire cette tasse-là, ça va renouveler ton regard sur la tasse.
Mais en fait, on admire beaucoup des gens comme, je sais pas, simplement Weisbecker ou même Paul Cox ou des gens comme ça. Quand ils dessinent un truc, soudainement, cette chose-là existe, mais on la redécouvre et en même temps, elle est très familière. Il y a ce côté, voilà, réouverture du regard sur le monde. Et voilà, c'est quelque chose qu'on admire beaucoup. On a essayé, on n'y arrive pas. Et en fait, on s'est retrouvé, on s'est dit bon, faut faire le livre. Et en même temps, on a vu ce parcours dessiné, et là, on a tiré ce fil-là, qui correspond peut-être plutôt à quelque chose de plus simple pour nous, qui est de prendre un petit bonhomme et de l'emmener quelque part. Mais mais ce quelque part, c'est jamais merci, merci. On va pas. Ce quelque part être dessiné par les objets qu'il rencontre. C'est merci caillou, merci plage, merci. Et là, c'est une aventure en creux. Moi, c'est pas le mot simple qui me vient à l'esprit quand je vois votre livre. Hein. Moi, je me dis, ils se sont fait un gros bœuf. Je vous ai même dit, on a l'impression qu'il y a tout Isinori dans ce livre. Oui, c'est un catalogue de tous vos styles, toutes vos approches graphiques, tous vos process. De gros vomis graphiques, ouais. Oui, c'est un peu le. Oui. Ça, c'est quand on travaille dans la précipitation. Oui, c'est un peu. En fait, on parle de bébé. On a un bébé d'un an et demi. Mais ça se sent. Hein. Ah oui. Ah oui. Pas parce que. Excuse-moi, Raphaël, je te coupe. L'urgence. Mais moi, je vous ai découvert avec Isun Boshi, qui est aussi l'histoire d'un petit garçon. C'est un conte traditionnel japonais. Ouais. Et là, de nouveau, il y a aussi un petit garçon qui part à l'aventure. Il y a même des pages qui se répondent, notamment dans la caverne, etc. Ouais. Mais là, je me suis dit, là, j'ai affaire à des parents. Isun Boshi, j'ai pas eu cette impression-là. C'est drôle. Et comme si il y avait peut-être. Alors vous allez me dire, hein, mais est-ce que le fait de devenir parent est entré dans le game avec la création de ce livre? J'ai eu comme l'impression, comme si vous vouliez transmettre quelque chose à votre fils. Ou alors si vous n'avez pas fait exprès, est-ce que l'impression il vous parle maintenant? Ben si, clairement, quand on est parent, il y a un truc qui disparaît, c'est merci sommeil. Et là, ça. Merci oreiller, là, on le dit vraiment. Ça nous a renvoyé dans nos premières années d'études où on dessinait la nuit, on imprimait le jour, et là le sommeil. Et c'est aussi des moments où des choses arrivent, c'est-à-dire quand le sommeil disparaît, quand on travaille la nuit et que là on rentre dans une sorte d'entre-deux. Et c'est là aussi où vous dites un grand bœuf. C'est aussi, je pense, la nuit tout est possible. Voilà, la nuit tout est possible, ou les entre-deux. C'est-à-dire, il faut, dès qu'il y a la sieste de l'enfant, on a une demi-heure pour faire un dessin, mais entre deux, on essaie d'y réfléchir. La vie devient une grande négociation. Oui, et on a moins le temps même de discuter l'un et l'autre. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, en faisant le livre, je pensais vraiment à ce récit initiatique. Enfin, je me suis dit que c'était plutôt un livre d'accompagnement pour notre enfant. Comment ça? Eh ben, c'est effectivement pas comme sur Isun Boshi où on n'avait pas d'enfant à cette époque-là, mais là, vraiment, je me suis dit, ce livre-là est pour notre enfant et je vais l'accompagner par des images. Et donc, on a créé c'est encore un récit initiatique, celui-là, pour le coup, un énième voyage ou une énième aventure, voilà, où il se passe des choses. C'est aussi peut-être en fait, Isun Boshi maintenant est un peu, on l'a fait il y a plus de 10 ans. Il est un peu, voilà, le temps est passé, il n'existe plus. Et en même temps, en le rouvrant, il y a pas si longtemps, on s'est dit tiens, on a quand même fait des choses qui étaient aussi un peu inabouties. Donc il y a aussi besoin de revenir à ce truc-là et de dire voilà, là on peut reprendre ce fil-là. Peut-être que là il y a une intersection qu'on n'a pas prise. C'est-à-dire on est parti dans un sens là, et là on peut revenir à ce moment-là et repartir ailleurs. Et aussi comment dire, ce qui est assez drôle, c'est que toi tu me disais à la fin du livre, tu fais les deux bonhommes à la fin, c'est un peu nous. Et je fais mais c'est un peu vous deux. Mais oui, et là je fais mais attends, on vient de passer 2 ans à faire une histoire, tu t'avais pas capté. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'on racontait tous les deux pas du tout la même histoire. C'est-à-dire C'est génial. C'est-à-dire que chacun avait une version différente. Attendez, c'était quoi du coup ta version, c'était quoi ta version à toi? Ma version, c'était effectivement c'était une aventure, c'est sûr. Mais c'est surtout sur la fin où il rencontre son alter ego et là je me suis rendu compte que son alter ego c'était nous.
l'alter ego de votre fils? Non. Non. Le personnage, pardon. Alors, la rencontre. En fait, là, faut vraiment voir le livre. Raconter un peu le livre, c'est que en fait, par les objets, au début, on dit merci soleil, merci matin. Et en fait, on voit un personnage qui se lève. Et il existe que de façon petite et de façon, en petite silhouette, mais ça permet de créer le récit. Et puis, il reçoit une lettre. Il y a un plan et là il part en voyage et donc il faut merci bateau, merci avion, merci orage, merci parachute parce que et en fait à la fin il va se retrouver face à un trésor, face à un miroir, merci miroir, et dans ce miroir là il y a lui-même, donc son reflet, mais qui est pas exactement la même chose que lui. Non, il a une petite toupette dans l'autre sens. C'est ça. Et donc après les deux personnages, donc lui et son reflet, renroulent toute l'histoire et retournent à la maison. Il y a un côté très existentiel, quoi, quelque part. Il y a une portée existentielle dans votre livre. En fait, c'est ça qui est fabuleux avec ce livre, c'est qu'on se sent embarqué. D'abord, on se dit, c'est un imagier. Après, on est là, waouh, les belles images. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte que après, il y a une aventure. Oui. Et puis, soudainement, surtout à la fin, spoil un chouille, mais vous l'avez déjà fait. Il y a cette portée existentielle de rencontre où on se rencontre soi. Mais on rencontre l'autre aussi, et c'est là où votre livre il prend une portée il y a un vrai twist vachement plus grand. Et ce qui est marrant, c'est que là pour le coup l'idée de la fin, c'est plutôt moi de façon assez naturelle. J'ai fait voilà, on est arrivé au truc. Il faut revenir en arrière. J'ai fait ces deux personnages qui étaient de façon assez évidente nous. Mais on n'en a jamais parlé. Et Mayumi l'a découvert au moment où elle a eu le livre imprimé entre les mains. Elle a fait mais il y a deux personnes, enfin presque elle a eu un comportement de premier lecteur. Et moi, elle m'a expliqué des choses pareilles sur le rapport plus qu'on avait avec notre enfant que j'ai découvert à la fin. C'est-à-dire que là, on s'est raconté chacun, c'est-à-dire qu'on s'est embarqués tous les deux dans le fait de faire ce livre-là. Chacun dans sa propre histoire avec son interprétation qu'on a mis dans le livre, et tout à la fin, en lisant le livre, Mayumi a découvert mon histoire, moi j'ai découvert son histoire, et c'est assez drôle que les deux puissent coexister, c'est-à-dire que Mayumi avec son côté, le livre, le récit, le chemin initiatique qu'elle propose à l'enfant, moi plutôt l'idée de comment construire un duo et comment comment revenir à la maison, ça c'est plus à moi. Moi j'ai besoin, surtout avec un enfant, on se dit j'ai besoin de construire ma maison, et c'est un besoin que moi j'ai en ce moment de trouver un endroit. L'anidation. Voilà, l'anidation. Et aussi quelqu'un me disait la dernière fois, la journaliste de l'Humanité, je crois, qui disait mais c'est marrant, il y a un besoin de jardin. Et je fais j'ai juste extrêmement besoin d'un jardin. L'anidation. Oui, besoin d'anidation, et à la fin c'est pour moi toutes les histoires c'est un peu Candide. Candide, ça termine à la fin, il sort de sa maison, il fait n'importe quoi, il traverse le monde et il revient chez lui, et à la fin c'est la morale, c'est il faut cultiver son jardin. Exactement. Et à la fin de ce livre-là, il y a juste les deux personnages qui sont en train de réparer leur maison, en train de faire leur jardin. Pour moi, c'est Candide. Mais Mayumi a une lecture complètement différente. Et justement, toi, Mayumi, qu'est-ce que la lecture pour toi, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Non, pas grand-chose. Moi, je me suis surtout occupée du début. Donc, j'avais une préoccupation assez matérielle de l'histoire, enfin les objets, enfin chaque choix sur les objets pour moi était assez capital. Mais et non, mais c'est vrai que cette histoire de fin, moi, on avait tellement la tête dans le guidon que j'avais même pas vu cette histoire d'alter ego. Mais tu m'as fait confiance parce que ça te semblait normal, mais t'avais pas. Pour moi, il avait terminé sa mission, il avait trouvé quelqu'un d'autre, c'était parfait. Qu'est-ce que ce livre, du coup, dit de vous? Genre, vous vous êtes rencontrés, une partie de votre histoire à travers le livre, même une fois terminé, la tête dans le guidon, hop, le livre est là, boum, quelque chose se révèle à vous. Ouais. Que nous dit merci de Mayumi et que nous dit merci de Raphaël, Mayumi? C'est à chaque fois une surprise. Pour moi, je découvre à chaque fois. C'est pour ça quand on dit que Ishinori a son entité propre, c'est que c'est une autre personne, c'est typiquement là ça m'appartient plus, quoi. Et c'est pas un concept, c'est vraiment c'est la réalité, c'est-à-dire que quand vous concevez un album,
ça, c'est finalement une résultante de ce travail-là. C'est pas au départ, Ishinori, c'est quelqu'un d'autre. C'est le constat. C'est-à-dire qu'à la fin, ça crée une troisième entité. C'est ça. Ouais, pour moi, je le vois comme ça. Oui. Je maîtrise plus, en fait, cette chose-là. Elle m'appartient plus. Elle a sa vie propre. Donc ça parle d'Ishinori plus que de toi? Ouais. Mais, en fait, on laisse suffisamment on laisse suffisamment de désorganisation, mais voilà, je crois que c'est Fellini qui disait ça aussi, ou je crois même dans le dernier, j'entendais ça hier à la radio, Miyazaki qui disait dans le dernier film, il y a du sens. Si vous le trouvez, dites-le moi parce que je le cherche. Et en fait, c'est des gens qui mettent en place un processus créatif qui est suffisamment aussi, c'est risqué, hein, suffisamment bordélique, donc on peut perdre aussi le lecteur, mais pour laisser un peu d'autonomie à l'histoire qui se construit toute seule et dans ce cas-là qui porte pas mal de subconscient, c'est-à-dire que voilà, là il y a vraiment l'idée de moi c'est l'idée, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de concevoir concevoir le duo, ou en tout cas l'idée de ne pas vivre seul. Et ça c'est clairement dans la plupart des c'est l'idée d'une rencontre, c'est comment tous ces objets-là, toute cette cascade d'objets qui va être merci porte, merci clé, merci chemin, ça amène en fait, les objets vont amener les humains qui ne sont jamais nommés, qui ne parlent jamais, à se rencontrer. Et en fait, les objets, voilà, c'est un peu ça que j'en retire, mais c'est une lecture qui apparaît tout à la fin. Et cette lecture un peu subconscient, mais avec Mayumi, moi j'en rigole beaucoup parce que il y a longtemps, on a fait plein de petits bouquins, de petites narrations, et des fois, 5 ans après, elle me dit des choses trop évidentes. Elle fait, mais tous mes dessins, toutes mes histoires, en fait, ça parle de l'idée d'avoir un frère. Et je fais, ouais. Je pensais que c'était évident pour toi. Elle fait non, mais je viens de le voir. et c'est super parce que on est tous en boucle sur nos sujets. En vrai, on s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est. Par contre, c'est intéressant d'avoir une relecture a posteriori, de dire voilà, qu'est-ce que ça dit de moi, et ensuite de tirer plus loin et de rendre quand on parle de subconscient, c'est aussi quelque chose d'un peu universel. C'est-à-dire qu'on va forcément parler à quelqu'un d'autre qui a des problématiques un peu similaires. Donc tu disais tout à l'heure que c'était un énième livre sous forme de voyage initiatique. Pourquoi cette appétence pour les voyages initiatiques? Je sais pas. En tout cas, c'est un livre qui parle d'ailleurs, et ça, je crois que j'ai toujours eu besoin de parler d'ailleurs, de parler de d'autres contrées, d'autres paysages, et pour ça forcément, et aussi le fait de le fait de se déplacer, le mouvement est important en fait. Mais là, c'est la première fois aussi. Au début, il n'y a pas de mouvement. Et je pense que là, là, on est en train de réfléchir parce qu'ayant un enfant, c'est important parce que soudainement, on se rend compte de l'intérêt de l'enfant pour tel ou tel livre ou telle image. L'idée de fixité, ça nous questionne vachement. Et c'est dur à intégrer. Moi, je pense que là, moi, j'ai presque envie d'avoir des livres très fixes. Et c'est ce que l'enfant aime actuellement. S'offrir un cadre, c'est ça? Voilà, où tout se passe presque avec deux mêmes personnages dans un seul et même lieu. Comme un huis clos. C'est rassurant. Ouais, quelque chose de rassurant dans une même pièce. Et c'est pas du tout ce que nous on a tendance à faire, parce que voilà, quand on a 25, 30 ans, on a juste envie d'explorer le monde. Oui, puis vous avez beaucoup voyagé aussi. Et là, le mouvement dont vous parlez, finalement, c'est un mouvement intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la boîte, elle est infinie à l'intérieur. Ouais, c'est comment on voyage sans pouvoir voyager. Ouais, un voyage intime. Oui, vos livres font voyager dans notre canapé, littéralement. Ouais, exactement, ouais. Et ce petit voyage intime que l'enfant s'y attache, parce qu'effectivement, c'est très rassurant. En même temps, ça lui permet d'avoir un espace de liberté. Mais ça, c'est, pour nous, ça a l'air d'être une difficulté énorme, et en même temps, ça a l'air super. Ce matin, on lisait l'histoire de l'ours avec son chapeau. Vous avez jamais vu comment c'est quel Je veux mon chapeau de John Classen. Ok, non, ça me dit rien. C'est un classique. Non, je connais pas celui-là. Et il y a juste 3 personnages et un ours qui cherche un chapeau. Et ça marche. Et il est incroyable. C'est un thriller. Hein. C'est un thriller et ça termine très mal pour le lapin. Moi, il y a un livre pour enfants que j'aime beaucoup qui s'appelle Don't Let the Pigeon Drive the Bus. Et en fait, c'est un pigeon qui littéralement demande systématiquement. En fait, le livre s'ouvre et il y a un chauffeur de bus qui dit bonjour. Alors, je dois partir 5 minutes faire une course.
tu surveilles mon bus, hein. Et donc il y a ce petit deal entre le lecteur et le chauffeur. Oui. Puis t'as un pigeon qui apparaît et qui dit est-ce que je peux conduire le bus? Et puis tu dis non, et puis il est genre allez s'il te plaît, non, mais mon cousin il me laisse tout le temps conduire, non, je te file 10 balles, non, genre mais j'en ai marre, on me dit tout le temps non, t'es plus mon ami. Enfin, et en fait le lecteur doit constamment dire non, et il se met même à hurler. Je veux dire le pigeon se met même à hurler sur le lecteur, et puis donc t'as l'enfant qui devient complètement dingue parce que il peut hurler sur le pigeon, et puis après à la fin le chauffeur revient, enfin le pigeon s'en va en boudant. Le chauffeur, il est heureux parce que c'est bon, t'as bien surveillé mon bus. Et puis, il s'en va. Et puis là, soudainement, tu vois le pigeon il y a un tracteur qui arrive, qui fait, hey! Et puis, en fait, il a envie de conduire. Et tu vois, en fait, le petit dispositif, il marche à merveille, quoi. Ouais, celui dont on parle a un dispositif assez similaire. Et c'est un vrai thriller pour bébé, c'est incroyable. Alors, que dit votre fils de votre livre? On lui a pas montré. On lui a pas montré, non. C'est vrai? Non, parce que, non, là, il est en mode destruction, donc. Je suis complètement d'accord. Ah oui, non, mais il a vraiment l'âge. Et ma fille, c'est pareil. Tous les livres qui sont un tout petit peu fins comme ça, elle ne les a pas. Et je lui montre, mais de loin. Et à quel âge votre fils les cartonner. 1 an et demi. Ah oui. C'est à peu près le même âge. Ouais, c'est destructeur. Oui. Moi, j'ai un enfant de 2 ans. On l'appelle Godzilla. Ah ouais. Tu vois, parce que littéralement. Ils mangent les livres, les enfants, c'est terrible. Ouais. Mais mon grand, il va raffoler. J'ai commencé à le lire, enfin, moi. Et je pense que mon fils qui a 5 ans, il va vraiment, il y a une vraie aventure, c'est vraiment. Tu nous diras. Ouais. Ah mais c'est dès 3 ans, mais tu peux le lire jusqu'à à l'infini. Donc là, vous êtes en région parisienne depuis une semaine, vous restez pendant 2 semaines pour faire un petit peu la tournée, c'est ça? Comment ça se passe? Ouais, et pour refaire des rendez-vous amicaux. Les rendez-vous. Ouais, et puis professionnels, et puis souvent c'est entre les deux, donc. Pour la famille. On mélange tout ça. Okay. On mélange tout. Donc. Okay. Tu disais tout à l'heure, Raphaël, je crois, que vous étiez bordélique dans votre manière de travailler. Alors ça entre en écho un petit peu avec Nîmes cet été. Donc cet épisode, c'est un petit peu la suite de l'épisode de Nîmes. Alors, on a passé un excellent moment. C'était vraiment un super souvenir. Et les auditeuristes aussi, ils ont super apprécié l'épisode. Et par la suite, vous m'avez fait un petit message. Je sais plus qui m'avait écrit sur Instagram, un de vous deux, en disant que ça avait été une expérience un petit peu, finalement, un petit peu angoissante. Et du coup, le mot est fort. Et genre, zut, ils ont vécu ça de manière angoissante. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pourquoi c'était angoissant pour vous? En fait, parce qu'en fait, c'est comme on passe 6 mois sans vraiment parler ou juste entre nous de notre travail. Soudainement, on nous demande d'ouvrir la boîte. Et là, il y a tout qui sort en feu d'artifice, en confetti, de façon complètement désordonnée. Vous devez entendre ça. Et soudainement, quand ça finit au bout d'une demi-heure, on regarde, on fait mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça s'appelle le mouvement. Oui, ça s'appelle le mouvement, alors qu'on est dans quelque chose de très fixe, de très géré tout seul. Et oui, là on s'est dit mais et puis soudainement on se rend compte aussi, on a ouvert la boîte tous ensemble, mais et là on se rend compte que dans cette boîte là il y a des trucs. Voilà, ça, en fait, ça offre un nouveau regard sur notre propre travail, juste en donnant 2-3 mots. Et puis on était aussi, il y avait aussi notre illustratrice avec nous, qui elle-même avait, c'est ça. Béa Rebaille. C'est ça. Je suis un peu dyslexique. Et elle, ce qu'elle disait de son travail, ça mettait en lumière aussi ce que nous, il nous manquait, ou on avait l'impression d'être. C'était assez. Ça mettait quoi en lumière chez vous? Le non professionnalisme. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est pas à ça qu'on pense en pensant à vous. Quand on voit votre travail, on se dit pas que vous êtes pas professionnel. Ou pire, on pense que vous êtes des super artistes, quoi, voilà. Mais mais allez-y. Ce côté gestion, on est tellement désordonné quand on est à la fois très ordonné parce qu'on fait beaucoup de choses, et en même temps on laisse, mais c'est ce dont on a besoin pour faire des livres comme ça. Il faut laisser des portes ouvertes pour que l'inconscient vienne, et donc là en fait il faut laisser une sorte de bazar, presque de fumier monter, quoi, quelque chose de comme un. Il y a des regards complices là. Ouais. Qu'est-ce qui se joue là?
Ouais, il faut. C'est quoi ce fumier? Est-ce qu'on a fermé le gaz en partant? Non, mais c'est comme quand on dessine, en fait, on est très structuré, mais on laisse toujours une poche, enfin un coin à fouiller en fait dans notre dessin. Donc et à chaque fois on délimite ce coin-là. On lui dit bon là c'est bon, là tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre là, donc tu peux mettre le bazar. Et c'est un peu ce qu'on fait tout le temps en fait. On est à la fois très structuré et en même temps on laisse des airs de liberté ou ici ou là, mais ça déborde toujours sur la structure en fait. Et là il faut canaliser toute cette énergie, tout ce humus en fait, et le rentrer en force dans sa petite boîte. Et c'est l'idée du jardin, hein. C'est que le jardin, c'est quand l'homme commence à tripatouiller la nature, donc il structure, le jardin reprend la main, ça repart, et il y a cette idée de voilà quel type de jardin on veut. Est-ce qu'on veut un jardin à la japonaise? Est-ce qui va être extrêmement maîtrisé? On va même tailler la mousse au ciseau. Est-ce qu'on veut un jardin à l'anglaise ou à la française où c'est dessiné avec du buis, ou à l'anglaise où il y a une sorte d'entre-deux qui est très intéressant. Ouais. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est les jardins à la coréenne qui sont, et là, c'est là où on voit la différence entre les Coréens et les Japonais et les Chinois. C'est que les Coréens, ils ont une sorte de jardin à l'anglaise où ils veulent que ça paraisse vraiment naturel, et voire même ils laissent une partie des jardins impériaux sont en friche, c'est-à-dire personne n'y touche. Et donc là il y a un rapport animiste au jardin où il faut que la nature puisse s'exprimer et puisse aussi faire des folies, puisse se planter. Et nous dans notre dessin, là, il y a plein de choses imparfaites et il y a des moments de plantage. Et il faut laisser le dessin. Là, là sous nos yeux, on a le Mercier Écharpe qui est dessiné à la règle. Et il y a d'autres endroits où là ça part quasiment en croquis, des dessins non finis, etc. Et il faut, il y a cette c'est pas très réfléchi, mais c'est monté tout seul. J'avais repéré aussi, ce que vous jouez souvent avec les fantômes dans les images, et il y avait notamment, je crois que c'était la cruche sur la table. Alors, je sais plus à quelle page, elle doit pas être trop loin, c'est au début. Alors, ça risque d'être une erreur, ça, non? Ça, voilà. Alors, si c'est une erreur, elle est assez magnifique. Là, voilà, c'est elle. Oui, et je pense que c'est une erreur. C'est génial. C'est quoi l'erreur? Parce que l'erreur est fabuleuse. Regarde le livre là. En fait, il y a le bord de la table, le bord du fond de la table qui passe devant, juste le bord, il passe devant la cruche. Et du coup, la cruche, elle se retrouve à la fois posée sur la table et comme si elle était aussi derrière la table. Oui. Après, on accueille les erreurs comme ça. Voilà, c'est les plus interdit pas, quoi. C'est exactement ça. Ça génère un fantôme, et c'est ça, je trouve très intéressant cette image. C'est-à-dire qu'on bricole les images. Mayumi avait commencé, moi, je crois que t'avais fait le premier croquis, j'ai fait le deuxième. Mayumi l'a bien avancé. Ensuite, après, moi, j'ai retripatouillé, j'ai bidouillé les couches, et voilà, c'est le moment où il y a des fantômes qui apparaissent, ou des erreurs même quand on imprime, c'est des erreurs d'impression. Et là, on dit stop, celle-là, tu la laisses monter, elle est intéressante, ou stop, celle-là, on l'enlève. Et ça, mais on met suffisamment de travail pour arriver à des moments non maîtrisés où il y a des choses qui apparaissent. Mais oui, comme tu dis, des fantômes, et des choses qui n'appartiennent, qui viennent par la technique et par le côté bazar. Là, on vient de passer 3 jours chez des imprimeurs, et alors là, des trucs qui montaient, il y en a plein. On s'est retrouvé en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une plaque qui était piquetée de petits points, et là, on s'est retrouvé à limer. Il y avait le hasard de la matière qui est pas dans le dessin. C'est la matière, elle rajoute encore un truc en plus du dessin, quoi. C'est ça. Et puis la plaque était légèrement incurvée, donc sur les côtés, ça devenait trop gras. D'un côté c'était très beau, de l'autre côté c'était pas bon. Donc d'un côté on a martelé, et de l'autre côté on a laissé monter les choses. Et puis on s'est retrouvé à limer des petits points pendant 20 minutes avec une vraie lime sur des plaques en métal pour enlever les petits points en trop. Mais il y en a 2 ou 3 qui étaient étrangement pile qu'on a laissé au bon endroit. Et là c'est un fantôme qui n'est pas prévu, mais qu'on a laissé venir. Il y a un moment, il faut que ça s'exprime, quoi. De toute façon, c'est la phrase, du chaos naît les opportunités. Donc il faut après savoir les saisir et faire les bons choix. Et ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est peut-être de faire venir le chaos. C'est-à-dire que maintenant on a des outils, des techniques, et puis on a des formations. C'est-à-dire qu'on a on a 10 ans d'expérience. Il y a du contrôle, de la maîtrise. Voilà, quand on est en surcontrôle, le chaos. Et on lui laisse plus la place. Voilà. C'est quoi un peu votre popote, justement, vos outils, vos techniques pour faire émerger
les surprises, le comment on amène créatif. du bruit dans Photoshop et tous ces logiciels. Comment on amène du bruit, il faut, déjà, nous on utilise beaucoup de techniques différentes à la main. C'est-à-dire qu'on fait des choses à l'encre, au crayon, et quand on maîtrise trop une technique, on a tendance à passer à une autre. Et après, sur Photoshop, on a des méthodes suffisamment en termes de bazar. C'est-à-dire que, techniquement, Photoshop, on maîtrise vraiment maintenant très très bien. Mais par contre, on utilise des techniques qui limite en multicouches, mais avec peu de couches. Donc on efface, on remet, on efface, on remet. On a que nos propres brushes, et donc ça permet de faire venir des cochonneries. Donc il y a des petits points, il y a des choses qui restent. Des fois, il y a des choses qui apparaissent, mais il faut avoir des outils qui soient pas parfaits. Enfin, nous on a créé des outils qui étaient suffisamment imparfaits pour devoir sans arrêt nettoyer après. Ouais, pour qu'il y ait un côté un peu naturel aussi sur. Parfaitement imparfait. Ouais, Après notre interview à Nîmes, pardon, Raphaël, tu voulais montrer quelque chose? Non, je regarde justement ces imperfections là. On a ces belles imperfections. On a et puis on a on a des scripts, on a des petits programmes qui nous appartiennent qu'à nous. C'est-à-dire c'est des choses qui vont donner cette matière là qui va évoquer peut-être la lithographie ou des choses comme ça. Oui, complètement. On est là-dedans. Là, ouais. Et ça, c'est des choses que mais là, par exemple, là, c'est un dessin à la main. Au départ, c'est une petite encre. C'est une encre, c'est fait à l'encre de Chine. Ensuite, après, c'est retravaillé comme une lithographie, mais avec des programmes qu'on a fait nous-mêmes. Voilà, moi j'ai des compétences j'ai fait une école d'ingénieur avant, donc on a des petits scripts, on a des programmes de trame, des morceaux de programmes récupérés des années 90 qui permettaient de faire des petits points. Oui, il faut pas oublier que Photoshop permet vraiment de scripter de manière très puissante, quoi. C'est ça. Et donc on a des choses un peu étranges qui sont pas très efficaces, mais qui ont une âme. Tu me disais après notre interview à Nîmes que vous aviez une approche créative presque transcendantale, voire chamanique. Donc qu'est-ce que grosso modo ça veut dire? Comment ça se répercute dans votre pratique, ou à quoi ça ressemble? Je dois avouer, en presque 5 ans de sens créatif, c'est la première fois que quelqu'un nous dit ça, donc du coup... Et nous, on attendait que ça. Ouais, c'est ça. Déjà, on a deux différentes approches du dessin. On dessine vraiment pas pareil, et puis on n'a pas du tout la même méthode de travail et la même énergie. Enfin, on est vraiment différents sur plein de points. Ici, Nori, il est en train de se retourner. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais Raphaël a plus un trait déjà un trait bien plus spontané que le mien, plus rapide, plus assuré. Moi, je suis plutôt dans le labeur, en fait. Je me mets sur une table. Enfin, déjà, il faut que je prépare mes conditions de travail doivent être impeccables. Je me mets sur une table. Je sors mes outils et puis je me concentre. J'éteins la radio et puis je m'y mets, quoi. Enfin, il y a vraiment tout. Enfin, la préparation qui est longue, qui prend du temps et voilà. Et mon dessin est pour ça est plus laborieux, plus lent, plus. C'est ce que j'ai. En fait, c'est. Je pense que dans le dessin, on a tous un moment d'une façon ou d'une autre, de mise en transe. Il y a des gens qui ont besoin d'une forme de méditation. Mayumi est méditative. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai connue, j'étais assez scotché. C'est-à-dire que je la voyais qui se mettait à sa table, qui prenait sa plume et qui se mettait à dessiner, à gratter. Merci plume. Et hop, c'est parti. Et ouais, c'est ça. Et à gratter le papier, mais pendant des heures et des heures. Et je lui disais, mais c'est bien, mais au final, le résultat est pas forcément toujours fou. Et on a toujours été aimé un peu. Il est curieux aussi. Voilà, mais de la même façon, en disant, mais pourquoi t'as passé 10 heures sur un dessin que t'as jeté? Et elle a dit, ouais, je suis en mode Tetris. Dans sa tête, comme quand en fait le Tetris, il y a cette notion de demi-trance aussi, c'est-à-dire qu'on peut jouer pendant des heures à Tetris parce que ça crée un et moi j'avais un dessin il y a un autre type de mise dans un état second, peut-être la danse, plus spontanée.
C'est-à-dire que là, soudainement, moi, mon trait, il saute, quoi. Il se balade. C'est plus un trait d'animateur, mais que je n'aime pas trop. Personnellement, j'aime pas trop le résultat. Oui, toi, tu impliques plutôt ton corps, quoi. Ouais. C'est le geste est vraiment important. Tu vis le dessin physiquement. Ouais, un peu plus. Ouais, mais toi, tu dirais c'est un peu plus mental. Tu dessines debout aussi? Moi, un peu plus, un peu plus, bien sûr. Oui, un peu plus. Pas debout, mais voilà, j'ai ce dessin-là qui est un peu plus spontané. Il suit des gouttes. Il pue après. Non, mais c'est vrai, toi, t'as mal au dos. Enfin, après, t'as des problèmes de corps. Enfin, Ah oui, tu mets ton corps dans la pensée. Enfin, il y a ce mélange là, ouais. Et en fait, vu que le résultat ne me plaît pas, il est un peu. Et après, je mets. Par contre, beaucoup de travail technique derrière, c'est un rapport à l'impression, un rapport au bricolage sur les ordinateurs, un peu comme si, en musique, comme si je faisais un petit solo de guitare qui était un peu trop pourri. Ensuite, après, je passe des heures et des heures à rebricoler le son. Avec tes plugins. Avec des plugins, avec des machins, à faire à bidouiller, à réenregistrer ça dans une salle de résonance, etc. Tout ça pour avoir un truc qui sonne bien et qui sonne pas juste comme un solo de guitare un peu niais, quoi. Mais tu viens de résumer mon process en musique. Je fais exactement ça. Voilà. Et moi mon rapport à la trance est plutôt au moment du bricolage. Donc ce qui fait que quand Mayumi a passé son temps elle devant son dessin et a rentré dans une résonance longue et laborieuse de choses, et ensuite elle me le donne et moi je passe ce côté de elle t'offre un cadre. Elle m'offre un cadre et puis moi je la guide aussi au fur et à mesure. De temps en temps, je lui dis non, là c'est pas là c'est stérile. Des fois, c'est vrai, hein. Et toi aussi tu me le dis. Et parfois aussi c'est stérile chez toi. Oui, bien sûr, oui, très clairement. C'est du bruit pour rien aussi. Ouais. Oh là là. Et c'est là où on a besoin de l'autre, où l'autre dit stop, là ce petit coin là c'est ici qu'il y a quelque chose qui pousse. Donc vous êtes des bricoleux et des chipoteux en fait. C'est ça. Ouais. Par contre très très exigeant, c'est-à-dire qu'on va ils font ça aussi dans une chambre à écho, tu vois, ils chipotent mais dans la chambre à écho. comme des musiciens fous qu'on laisse des heures de studio illimitées et puis soudainement il faut rendre le CD, donc on termine tout au dernier moment. Mais oui, par contre, moi je vais chercher et toi tu fais la même chose chez moi. Tu vas dire ça c'est bien et ça tu jettes et là il y a forcément une tension parce que c'est là l'ego qui entre en jeu. Elle me dit plutôt le temps de travail passé derrière. Elle me dit c'était mieux au début. Bon je jette 2 jours de travail. Et là il y a des fois des petites frictions à ce moment-là parce qu'on a des poches sous les yeux. On fait mais j'ai fait tout ça pour rien. C'est clairement moche. Ah ouais d'accord. T'as pu me le dire avant. Mais en fait mais vous avez cette liberté de vous le dire. Oui, c'est beau. Enfin ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que vous bossez ensemble. Ouais. Avec ce même niveau d'exigence et de critique, faut quand même c'est violent. On se ponce quoi. On se ponce l'un l'autre. On se connaît bien donc on sait, on anticipe maintenant sur les remarques de l'autre, ce que l'autre va faire. Tu dis tout le temps la même chose. Non, mais en fait, vu qu'on expérimente tout le temps de nouvelles choses, même si ça se voit pas forcément dans le travail final, mais on a toujours des nouveaux outils, des nouveaux machins. À chaque fois, on se retrouve sur un terrain un peu inconnu, qui nous remet dans cet état de déséquilibre. Et ensuite, après, en fait, on se positionne dans un état de déséquilibre. Et ensuite, après, on passe des heures et des heures et des heures à retrouver un équilibre. À réapprendre à tenir en équilibre, alors que on est donc on se met dans un état de déséquilibre d'inconfort et ensuite après on essaye de retomber sur nos pieds. Ça c'est vraiment l'angoisse du début de projet, c'est en fait on se dit mais je sais plus faire ça, il faut tout recommencer, je sais plus. Faut tout réapprendre. Comment on a fait ça et on sait plus dessiner, Et donc là on est complètement instable et complètement fébrile en fait. Et là on réapprend à faire et puis on travaille, ça avance pas et puis doucement il y a un petit truc qui se débloque, un deuxième, un troisième et quand on arrive à la fin et là c'est le moment incroyable, c'est le moment où d'un seul coup il y a une sorte de logique qui se met en place comme là sur l'idée du scénario avec les petits bonhommes et au final ils sont 2 et au final ça raconte des choses sur nous et en même temps et en fait tout s'emboîte et puis ce qu'on voulait faire apparaît et là on commence à découvrir des choses qui justement nous surprennent. Ça c'est incroyable. Pour moi c'est le moment que je cherche mais qui met beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie mais c'est parce qu'on est des laborieux quoi. C'est
Et que vous acceptez le chaos aussi. Vous vous mettez volontairement dans une posture désordonnée pour accueillir toute cette richesse au final qu'on se priverait si c'était trop contrôlé. J'avais une image, je voyais la vaisselle qui volait, et puis après, bien, on fait de la mosaïque avec, c'est cool. C'est ça. Ou bien et souvent on fait des choses extrêmement complexes, machin, et à la fin, l'image finale, on va juste avoir un rond sur fond, ce qui est le cas, hein. Il y a un moment ou deux, il y a un rond sur fond, on est passé par des phases extrêmement complexes, on a jeté énormément de choses. On taille dedans, dans la matière, et au final, se retrouve avec quelque chose de très épuré. Faire de la matière très compliquée, c'est pas le plus compliqué. Le problème, c'est ensuite de tailler, c'est-à-dire planter plein de graines et faire pousser les trucs, c'est super. Mais après, punaise, le jardin est moche. Et hop là, on prend on taille. Ouais, taille au bon endroit aussi, parce que sinon, et avoir le souffle, de dégager les bons blancs, et ne pas avoir aussi de dire, ce petit arbuste, il est très très beau, mais il est vraiment pas au bon endroit. Désolé, on t'arrache. Et ça fait mal. Et on arrache beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, moi, je trouve pas du tout que votre approche, elle est naïve, quoi. C'est quand même vachement... Nineux. Ouais, faut avoir des balls, quoi, pour vivre constamment dans ce chaos et l'entretenir, ce jardin. Je sais pas à quoi ressemble votre jardin, du coup, c'est un jardin plutôt à l'anglaise, marié à du coréen. En ce moment, on n'a pas de jardin. Il nous manque un jardin. Mais oui, parce que j'entre en écho, du coup, avec ce peut-être vous aviez l'impression que c'était désordonné la manière de le raconter lors de l'épisode de Nîmes, mais c'est vrai que là le fait de pouvoir dérouler, c'est peut-être que beaucoup de personnes qui nous écoutent peut-être peuvent se sentir aussi une forme de culpabilité de ne pas être suffisamment organisé, mais qu'en réalité il y a tout un art à organiser le chaos et à le laisser entrer pour entrer dans cet état de transe qui peut aussi produire des images absolument dingues, quoi. Et c'est plutôt et trouver le moyen de faire cet aller-retour entre structure et chaos, et structure et chaos, et structure et chaos. C'est épuisant. C'est assez épuisant, mais après il y a quand même beaucoup d'auteurs qu'on aime bien qui, je pense, ça se voit, qui passent par qui ont la même approche. Ouais, je pense, ouais. C'est sur la durée, c'est pas trop épuisant de se donner autant corps et âme justement à son œuvre quelque part. C'est pas très rentable en termes d'énergie, mais en même temps ça crée des images différentes. Et par contre, c'est vrai au moment de la commande, quand les gens veulent de la folie et de la structure, parfois il faut arriver à leur expliquer que c'est soit une histoire de temps, soit il faut accepter de discuter pas mal, parce qu'au final qu'est-ce qu'on taille, etc. Il faut trouver le bon flux avec le commanditaire. On y arrive, hein. Mais vous en faites encore de la commande ou... Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Ah, c'est vrai. D'accord. C'est ces commandes qui viennent rentabiliser le temps que vous passez sur vos projets personnels. Le pourcentage, ça représente combien finalement la commande et combien les projets personnels en termes d'argent chez Isinori? Allez, du pognon. Alors, si tu veux, on peut rentrer dans le pognon, mais simplement déjà en termes de temps et d'énergie, qu'est-ce que ça représente? Déjà en termes d'argent, ça va être 95%, 5%. Ah ouais. Ah oui. C'est pour ça que moi j'avais l'impression que vous en étiez totalement dégagé. Moi j'imaginais un truc comme 80-20% en fait. Mais après on a des années là en ce moment c'est assez exceptionnel. On vient de faire 3-4 ans de commandes en termes de volume d'argent. En fait, le livre, ça nous rapporte pas grand chose. Mais peut-être, il faudrait faire un bilan parce que sur le long terme, après, avec les droits, les ventes étrangers, on n'a jamais fait un vrai bilan sur l'édition. Et l'auto-édition, on s'est jamais payé dessus. On n'a jamais pris un sou pour nous. Oui, forcément, parce que c'est quasiment que de l'investissement dedans, et la commande, vous investissez jamais dans une commande. Donc, le déséquilibre, il se fait là, quoi. Et par contre, en termes de temps, on essaye de maintenir moitié-moitié. Après, il y aurait jamais eu de commande sans les livres. C'est ça. Oui, ça vous a mis le pied à l'étrier. C'est ça. Ouais. Écoutez l'épisode qu'on avait fait à Nîmes, justement. On en parle. Quoi. Ces livres, c'est typiquement là, c'est un catalogue de dessins, un catalogue graphique. Donc là, tout Isinori dedans, quoi. Donc là, ils vont puiser là-dedans, voilà. Peut-être. Et nous, on a aussi puisé dans la commande. Par exemple, là, il y a un certain nombre, par exemple, des appels d'offres qui n'ont pas été réalisés. Donc, on a récupéré les images, on les a redécoupés, et on les a remis là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a un moment, ces dessins-là, il fallait bien les. C'est écologique le recyclage. Exactement. Ouais. Merci commande, merci recyclage. Et tu vois, merci refus.
plus. C'est ce qu'on disait aussi, c'est vraiment mettre en action finalement un objet, une conception, une œuvre, pour que finalement d'autres personnes captent ce que tu veux faire, plutôt que de présenter un book avec des images finalement dépareillées. Ah oui, oui. Bah, tu crées quelque chose de solide, et c'est ce truc-là qui va te porter et qui va faire mouche, parce on va pas t'appeler pour autre chose finalement que ce que tu ce livre va vous ouvrir forcément des nouvelles portes, c'est une évidence. C'est un peu ce qui s'est passé précédemment, mais c'est vrai que nous, ce qu'on avait découvert, en fait, au début, on avait commencé par faire ces petits livres quand on était étudiant, en se disant, personne va les faire. Nous, il faut structurer, on va structurer en les vomissant, en les mettant sur papier et en les montrant. Et en fait, on a découvert, et peut-être on s'y attendait un petit peu, c'est que ça fait preuve de concept. C'est-à-dire que, une fois imprimé et une fois montré, on montre que ça peut exister. Mais c'est tangible. Et que ça a du sens d'exister, même que ça se vend, entre guillemets. C'est-à-dire, quand tu vends 30 trucs qui sont complètement bizarres, bah, t'en as quand même vendu 30, et c'est pas mal. Et en fait, quand on va voir, si on était allé voir des éditeurs avec ça, ils auraient dit non. Mais le fait de le faire nous-mêmes et de dire, d'avoir l'objet là, soudainement, ils ont fait, ah ouais. Oui, c'est le fait de ne pas prendre un non pour une réponse. C'est vraiment se dire, bon, si je voulais pas me donner les moyens, mais c'est vraiment la philosophie de Sens Créatif, hein. On est très DIY, do it yourself, quoi. C'est genre, si on veut pas de vous, si on veut pas vous faire rentrer par la porte principale, prenez la fenêtre. Si c'est pas la fenêtre, prenez la cheminée. Et si vraiment on veut pas de vous, bah faites-le vous-même, quoi. C'est tout. Ouais, lâchez pas l'idée si vous et puis par la suite, quand on vous invite à la fête, chez les Cool Kids, bah vous dites, c'est genre, on n'est pas en mode genre, à l'époque, non, c'est... Non, ouais, mais vraiment. Et puis nous, on l'a fait avec beaucoup de. C'était aussi quelque chose de l'ordre de l'humilité. On n'a jamais imaginé que nos dessins pouvaient se retrouver. Pouvaient se retrouver. Chez Louis Vuitton. Louis Vuitton, voilà. Bah oui, très clairement. Le luxe, on dessine encore pour Vuitton. Ça nous fait rire un peu parce que, et au final, bah il y a ce côté baroque, un peu kitsch, et puis ce truc de, on te laisse libre sur des trucs, et on se retrouve à discuter avec des gens qui sont des passionnés d'images. Et c'est super. Hyper gratifiant. C'est super gratifiant, et puis on récupère des trucs très expérimentaux qu'on a fait et qu'on a fait dans nos petites éditions. On leur montre, ils disent c'est cool, on peut faire ça et ça. Ça donne des idées. Et ils se basent en fait sur des idées qu'on a eues de façon complètement un peu folle, un peu justement en sortant tout ce subconscient étrange, et ça leur parle. Et voilà, il y a parfois ce côté kitsch, décadent, too much, et ça permet de Vous aimeriez vous en dégager de la commande ou ça vous plaît toujours? Non, c'est intéressant. Donc, non, je pense que c'est. Si on faisait que des projets perso, je pense qu'on tournerait en rond aussi. En fait, la commande, c'est quand même un rapport, un échange et une rencontre. Et l'idée de nous, on travaille déjà à deux, et avoir invité quelqu'un d'autre avec un autre regard qui te dit. Et après, ça dépend du regard. Des fois, il y a des gens intéressants, d'autres gens qui ont pas les bonnes motivations. Mais quand on se retrouve face à des gens qui ont des motivations et qui poussent à faire des choses très créatives, par exemple là, les 2-3 rapports on a fait des images assez vraiment de la commande de base pour Vuitton. On a dessiné les bâtiments, etc. Et ben ça a renouvelé notre trait, ça a renouvelé nos techniques, notre regard, et on s'est retrouvé face à des yeux en face qui voyaient des choses dans notre travail que nous on voyait pas, et qui ont tiré des choses. Et ça, oui, je pense que ce rapport et ce côté un peu l'humilité de se dire je suis au service de quelque chose, et ben c'est quand même vachement à la fois reposant et créatif. Non, je sais pas pour vous. Ouais, totalement d'accord. Ouais, enfin moi j'avoue que j'ai pas réussi dans ma production de rajouter. Moi le lâcher prise, quelque part on parle de lâcher prise, d'inviter le chaos. Je l'ai trouvé plus dans le podcast que dans l'illustration. Et justement parce que je crois que depuis que je suis petit, il y a une emphase sur le fait de gagner sa vie en étant illustrateur. Donc il y avait une sorte, c'est peut-être le récit que je me raconte, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais en tout cas, il y avait ce truc de il faut gagner sa vie avec le dessin. Donc tout de suite, il y avait une intentionnalité qui m'empêchait d'avoir une sorte de quelque chose de jeté. Chose que je trouve beaucoup plus dans le podcast, dans la conversation. Il se passe tout le temps un nombre incalculable de surprises dans un échange. Et je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc j'ai eu beau le conceptualiser et puis essayer je pense vraiment que j'ai avancé sur mon chemin en tant qu'illustrateur en termes de lâcher prise quand on regarde mes premiers en 2013 quand je me suis lancé et puis les derniers. Mais
j'ai jamais réussi à atteindre vraiment ce que quelque part j'aurais désiré à travers le trait, chose que je trouve un peu plus dans le podcast. Et donc du coup, c'est là où j'ai un petit peu plus mis mon focus aujourd'hui. Je fais 3 podcasts que je mène de front et ça m'amuse, ça me donne beaucoup de joie. Mais voilà, quelque part, c'est ce rapport presque transcendantal à la créativité ou lâcher prise. Au final, j'ai presque l'impression que tout mon travail, c'est une sorte de quête de lâcher prise. Et quand vous en avez parlé, j'étais genre, je voudrais en parler avec eux. Mais et puis Laurent, il est passionné moi c'est le chemin inverse hein. du chaos quoi. Lâcher prise, il y en a beaucoup trop. C'est ça. Et en même temps, je fais aussi pareil, 95% de commandes quoi, c'est Ah oui, pardon, oui, excuse-moi, non, je t'ai coupé mais c'est la commande en fait m'a épuisé en fait. Oui. C'est-à-dire que vu que je m'étais construit en mode il faut que il y avait un enjeu économique. Oui. J'ai développé Sens Créatif comme un projet personnel et puis ça a pris le pas. Ouais. Et la commande, je pense que je suis peut-être un peu trop précieux sur ce que je fais et que au fur et à mesure du temps, ça m'a peut-être un peu trop épuisé. Ouais. Et aussi, il faut dire ce qui est l'illustration, si on se donne pas à fond, vraiment, si on se donne pas à 100%, c'est difficile d'en vivre. Et il faut vraiment travailler beaucoup, dur, et c'est tout à fait normal, c'est la moindre des choses, mais pour vraiment y arriver. Et j'avoue que, et là c'est l'instant, c'est l'instant où je me livre un petit peu, mais j'ai eu un peu ce questionnement avec Sens Créatif. Là, on est dans la 5e saison, et je me suis posé la question, est-ce que toutes ces années, on est à presque 100 interviews. J'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de mes héros, de mes héroïnes, l'illustration et tout. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai pas mis des étoiles, des fausses étoiles dans les yeux de mes auditorices, en mode, c'est possible, genre un peu en mode self-made man à l'américaine, tu sais, en 2019, quand je l'ai lancé. Et aujourd'hui, j'ai rencontré tellement de gens, et puis Laurent m'a rejoint dans l'aventure il y a 2 ans. Enfin, on se connaît depuis 10 ans, mais on fait le podcast ensemble depuis 2 ans. Que au fur et à mesure de récolter les histoires, notamment des illustrateurs et illustratrices qui ont percé et tout, je me suis demandé est-ce que le podcast donne pas presque des faux espoirs que quelque part pour y arriver faut cravacher et c'est tout. Il n'y a pas d'autre. On a toujours ce doute du faux espoir. C'est vrai quand on a été prof ici ou là et en tant que prof, on se sent obligé de donner beaucoup de passion. Et moi, j'avais en même temps, effectivement, c'est très dur. Plein de gens n'y arrivent pas et c'est pas une question de qualité de travail. Souvent, c'est pas de chance, pas d'énergie au bon moment, une phobie administrative parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire, des choses vraiment très simples comme ça, qui nous ont fait faillir arrêter une fois ou deux. Hein. Nous, on a eu beaucoup de doutes à plusieurs moments. Ça s'est passé comment pour vous ces moments-là? Je trouve que c'est important d'en parler, notamment venant de vous. Ouais. Épuisement de la commande. En sortant, pareil, une grande angoisse de pas gagner sa vie. Ouais. Pas besoin. On n'avait pas une ambition de vivre bien de notre travail, mais au moins de vivre, de sortir un tout petit peu plus qu'un RSA. Métier, quoi. Ouais, c'est ça. 800 € par mois chacun, ça nous va. Mais c'est déjà beaucoup. Enfin, il faut les fabriquer avec ces petits dessins parce que et donc ça on a eu beaucoup d'angoisse donc on dit oui à tout, au final on dort pas, etc. Et puis quand un enfant s'invite dans l'équation, la fatigue et tout, ça devient là ça. Puis la vie de couple, enfin la vie les potes, j'en sais rien quoi. Mais après ça c'était les 4-5 premières années. Moi j'ai accepté d'être prof parce que ça me permettait de refuser les commandes et d'être enfin de prendre un peu parce que sinon moi j'étais en roue libre. En termes de travail, je travaillais comme un fou. Et Mayumi, c'était un peu différent. Oui, moi j'ai souvent été paniquée par rapport à ça. Donc quand on était étudiant, on a commencé à démarcher, pas vraiment démarcher, mais bon à montrer nos livres et par ce biais-là, les DA sont venus vers nous. Donc on a eu de la chance, on a quand même pu travailler en étant étudiant. Donc voilà. Mais parce que pareil, parce qu'on avait super peur de la sortie. Oui. En fait, le truc c'est que la plupart de nos collègues étaient très insouciants. Et nous, on passait pour les deux flippés, quoi.
les deux angoissés. Et après, bon, c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient plus de, je sais pas, peut-être une meilleure connaissance du milieu, peut-être aussi un soutien familial sur le long terme dont ils avaient pas trop peur, etc. Nous, on avait l'impression d'être tout nus, quoi. Et puis nos profs nous racontaient pas vraiment la sortie. C'était vraiment. Ouais, et puis voilà, c'est un moment charnière aussi où les choses ont basculé parce que bon, actuellement, on peut se poser des questions sur plein de métiers qui sont en train de disparaître parce que le système lui-même a complètement changé, quoi. Et là encore, je pense qu'on est à un moment charnière important avec l'IA, qui est, on va vivre des choses, un grand nettoyage aussi très intéressant. Ça vous fait quoi? Moi, ça me passionne. Je suis un techos. Hein. Je fais de la veille et des tests en IA depuis 10 ans. Et là, il y a une maturité qui arrive d'un coup, qui fait peur à tout le monde. Moi, ça fait 2 ans que on en discute pas mal avec des amis architectes, etc., qui eux ont les mêmes questionnements. Je pense que c'est à penser et il va se passer des choses, notamment au sein des écoles. Là, je pense que là, il y a une génération de profs qui va devoir vraiment réfléchir à se remettre à réfléchir leur pratique et leur transmission. Nous, on n'est plus profs, mais par contre, dans notre travail, là, moi, ce qu'on fait, hein, c'est qu'on suit beaucoup ce qui se fait actuellement, et j'ai vu on a vu parmi les images les plus enthousiasmantes, les plus folles, les plus à la fois pertinentes et impertinentes surgir, et soudainement, ben mince, c'est l'IA. Dans tous les Twitter que l'on suit, ben mince, en fait, ça, c'est bien meilleur que tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, et c'est de l'IA. Ensuite, après, toutes ces images-là, à chaque fois, ont été créées par des gens qui sont à la base, soit des peintres, soit des photographes, soit des artistes, soit des DA. Mais qui ont nourri l'IA. Qui ont un rapport très créatif, avec une vision très particulière, et qui créent des images à la hauteur de leur talent. Et donc, c'est... nous, on connaît ça un peu avec dans notre idée de duo. C'est un duo qu'on veut à faire avec l'IA. Et nous, on a cette idée de duo avec l'IA. Ici, c'est une IA. Voilà, Mayumi, je lui jette des choses, je lui donne des mots-clés, elle me sort des images, je m'y attendais pas, je les corrige, je lui relance, elle me les donne, et moi, je lui sers de la même façon. C'est-à-dire qu'elle me nourrit, elle me file des images, elle me file des mots-clés, elle me donne des intentions, et je fais quelque chose. Vous promptez l'un l'autre. Voilà, on se prompte l'un l'autre, et ce qui fait que là, est-ce qu'on va en tout cas, quitte à pas travailler avec l'IA, travailler en contraste. C'est-à-dire l'IA, il y a aussi un truc, c'est très intéressant parce que c'est des machines statistiques. C'est-à-dire que statistiquement, tel pixel doit être plus vert, ou statistiquement, la main doit être là et pas plutôt là. On met pas des mains à la place des pieds parce que, et donc après, il va créer une image basée sur ce qui sonne bien à son sens. Et je pense que l'humain a du sens là-dedans en créant de la dissonance. L'IA sonne bien. C'est-à-dire, on voit dans le chat GPT, c'est un peu là pour le coup, c'est un peu consensuel, un peu niais, mais ça sonne bien. Et je pense que le propos de l'humain et du vrai humain va être la dissonance. Dissonance, rajouter du bruit, la vie et du bordel, du grain, etc. Et par contre, les gens qui me font peur entre guillemets, mais qui m'enthousiasment beaucoup, des artistes qui travaillent avec l'IA, ils arrivent à créer cette dissonance humaine avec le soutien de l'IA. Mais je les soupçonne de beaucoup aussi rebidouiller les images ensuite eux-mêmes, parce que c'est des gens qui à la base ont un travail de gens c'est des gens très doués. Mais voilà, on peut faire du bon. Ce que tu viens de dire est absolument excellent. C'est-à-dire que maintenant on va se mettre à douter. Est-ce que c'est vraiment l'IA qui a fait cette image? Est-ce qu'ils sont pas repassés derrière? Exactement. Exactement. C'est le monde à l'envers. Mais oui, et dans les commentaires, et c'est assez intéressant parce que c'est des gens qui vendent, par exemple, ils les vendent souvent sous forme d'éther en disant, et ça a une valeur parce que c'est de l'IA. C'est-à-dire que ça a une valeur parce que c'est une belle peinture, mais sauf que le personnage a 6 ou 7 doigts. Et ça donne une tension qui est incroyable, une sorte du Valoton avec des personnages 7 doigts, c'est un goût particulier. Sauf que là, il y a des gens qui disent non, là t'as vraiment trop retouché. Voilà. Et donc c'est pas de l'IA. Lâcher prise, faut pouvoir lâcher. Et voilà. Et donc là, les gens retouchent. Donc et là, on a une nouvelle typologie d'image qui est incroyable. Du coup, vous utilisez de l'IA pour votre travail aussi? Non. Ni chat GPT?
Non, ChatGPT, jamais. Moi, je suis à la ramasse sur ces trucs. Hein. Je me dis volontiers que C'est ça. Quand ce sera mainstream, je m'y mettrai, tu vois. Oui, mais c'est ça. Mais c'est comme disait Raphaël. Finalement, si t'es pas un petit peu tech, bah du coup, t'y as pas encore touché. La mais tech, ça m'intéresse absolument. Ça arrive et on va l'avoir tout le temps partout. Ou en tout cas, ça va créer des images et on va forcément, d'une façon ou d'une autre, ça va rentrer dans on vit tous dans une sorte de monde de plein d'images et ça va rentrer dans notre catalogue et on va forcément réagir soit dans le sens ou soit contre, mais on va forcément réagir à cette typologie d'image. Et c'est dans ce sens-là, oui, on a utilisé l'IA, mais pas, on n'a pas utilisé des morceaux d'IA dans le livre. Par contre, dans le processus. En faisant ces recherches-là, on a fabriqué des images qui nous ont donné des idées. Oui, tu parles de l'étrangeté qu'il y a dans l'IA, quoi. Par exemple, là, on a fait des collections d'images, de peintures de champignons géants en Antarctique. Voilà, un peu comme Tintin. Et honnêtement, ces champignons géants dans un paysage d'Antarctique avec un volcan derrière, bah d'une façon ou d'une autre, il est dans le livre. T'es d'accord ? Ouais, Vous l'avez redessiné, quoi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a créé de la surprise, ça a ouvert des fenêtres avec des paysages inconnus. Oui, pourquoi s'en priver, en fait ? Voilà. C'est vraiment super. Et ce qui est vachement bien avec l'IA, et ce qui est incroyable et vertigineux, c'est que cette image-là, tu l'as créée. Si tu ne l'enregistres pas, elle n'existera plus jamais. Ah oui. C'est une image qui, si jamais ton ordinateur bug ou plante, ou tu ne retrouveras plus jamais ce que tu as fait là. C'est une fenêtre qui ne s'ouvrira plus jamais. Et ça, c'est un peu vertigineux. Carrément. Et rien que pour ce sentiment-là de vertige, je sais pas si vous avez déjà vu dans Fellini, Roma de Fellini, à un moment, ils sont dans le métro et ils ouvrent une tombe. Par hasard, ils ouvrent une tombe romaine et là ils rentrent dans cette tombe, il y a des fresques splendides et là soudainement il y a un courant d'air, on entend un énorme courant d'air et là les fresques disparaissent avec et là ils sont tous en train de courir, en train de dire non et les fresques sont en train d'être mangées par l'air. Ils ont vécu un instant. Et ils ont vécu un instant et en fait l'IA donne ça, c'est-à-dire on voit des choses extraordinaires et puis pouf, ça disparaît. Et ça, ce sentiment-là, c'est pas mal. C'est comme si on achète un livre, on ouvre une page qui n'existera plus jamais et elle se désagrège. C'est cool. On n'avait encore jamais parlé de l'IA dans un épisode de Sens Créatif. Et c'est drôle parce que pour moi, j'associe Sinori vraiment à quelque chose de très manuel, de très technique, avec l'aide d'ordinateur aussi évidemment, mais quelque chose d'assez artisanal. Et donc c'est marrant d'en parler avec vous. Et puis y avoir un artisanat de l'IA aussi. Absolument. Oui, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a une connexion au travers de l'IA. L'IA, c'est quand même, c'est des, Midjourney ou les autres, elles partent sur un corpus énorme d'images. Donc il y a une sorte d'accès à une sorte de subconscient collectif en termes d'images. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'accès à un inconscient, et aussi à ce qui sonne bien, c'est-à-dire, si vous tapez, à la Wes Anderson, ce qu'on voit tout le temps maintenant. Ah oui. Et ben là, on voit les images un peu nazes. Et c'est très bien pour voir pour voir un peu les trucs, débunker des idées un petit peu bateau, quoi. Ouais, voilà. Par exemple, ChatGPT, il va vous permettre de débunker tous les plans de thèse les plus bateaux. C'est clair que là, si tu tapes pour pour un commentaire en philo, il va te sortir les idées les plus basiques. Celles-là, déjà, tu peux les mettre de côté. Ça t'évite de les avoir. Donc ça permet d'accélérer ton travail dans une recherche d'originalité. C'est-à-dire, on peut travailler contre l'IA, mais tout contre. Ouais, c'est intéressant. Alors ici, Nori, c'est vous deux. C'est une troisième personne, si j'ai bien compris. Et on parlait de jardin tout à l'heure. Je me demandais, est-ce que tous les deux vous avez une pratique personnelle, un jardin juste à vous, où vous développez indépendamment l'un de l'autre. Qui n'est pas ici, Nori. Ouais, qui n'est pas ici, mais qui est Mayumi et Raphaël. Des recherches personnelles. Est-ce qu'on est dans le Bon, ouais, ou un kiff. C'est ouvert. Comment? Parce que ça va être un sacré exercice d'être tout le temps dans cet aller-retour en tant que duo. Est-ce que vous avez des instants Oui, sans parler du couple, juste dans le duo. Ouais. Moi, je fais de la très mauvaise musique, mais qui me rapproche de cet état de transe et qui permet justement de bricoler les sons. C'est des choses qui me concernent que moi, que j'écoute que moi, mais qui me permet de
connecter à quelque chose de différent que je n'arrive pas à voir par l'image. Et ensuite après, le cerveau fait les liens lui-même. 2 ans plus tard, je me rends compte que je retrouve des solutions ici ou là. Et de la même façon, des bricolages, mais qu'on retrouve ensuite après, on parlait de la page avec les escaliers, des bricolages graphiques qui sont tellement bizarres et tellement un peu radicaux, un peu comme bricoler du son, qu'on sait pas quoi en faire. On a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses en 3D. On utilise pas mal la 3D, étrangement. On parlait de l'IA, mais la 3D fait partie de notre travail. Voilà. Moi, je fais beaucoup de dessins dans des carnets, mais je ne sais pas encore comment les exploiter. J'ai plein de petits de petits personnages, de petites créatures, mais je n'ai pas encore réussi à exploiter ça dans Isinori en fait. Ça rentre pas encore dans les cases et je me raconte plein d'histoires avec ces petits. Parce que tout doit être réutilisé. Et est-ce que non. Mais c'est là où l'autre est vachement bien. Enfin, c'est bien d'avoir un autre. Parce que moi, j'ouvre ces carnets, je fais, ah, super. Tu me l'as pas montré ce carnet, limite, je dis ça, c'est super. Et je fais mon marché. Tout comme toi, tu fais la même chose chez moi. Tu dis ça, là, ce truc de trame, c'est horrible, laisse tomber. Par contre, là, il y a quelque chose. Et, oui, ça nous sert d'humus, ouais. Et d'autres pratiques, qu'est-ce qu'on a? D'autres pratiques. La photo. Ouais. Beaucoup de photos et beaucoup de visites de musées, des choses assez lointaines plutôt de l'ordre d'art contemporain. Là pour le coup, là, nous on est plutôt. Derrière la question, il y a un peu cette question de la durabilité du duo de toutes ces. Enfin, ça fait 10 ans que vous bossez ensemble, ça fait sûrement plus que vous êtes ensemble, et de continuer à avoir cette production, cette fraîcheur. Quelque part. On se nourrit de plein de choses en fait, pas forcément d'images, mais oui, après ça peut être du cinéma, enfin de la littérature, enfin tout est nourriture en fait, et tout est injecté d'une certaine façon dans ces projets-là. C'est quoi un peu le secret, si je peux dire ça comme ça, de la durabilité d'Isinori? Attends, on y avait réfléchi. Ils vont nous la poser cette question. Oui, là il y a quelque chose quand on était étudiant, notre prof Guillaume Dégé nous disait de toute façon en tant qu'illustrateur vous avez une date de péremption de 10 ans marquée sur le crâne. Ouais, comme si c'était un athlète de haut niveau et voilà, il avait 10 ans de. C'était un adepte des punchlines et il se contredisait pas mal, mais en fait en tant qu'étudiant tu attrapes des phrases et c'est une phrase qu'on a attrapée. Et en fait, le fait de faire de continuer cette ère d'expérimentation et de continuer nos propres productions, ce qui est épuisant. Voilà, là, passer du temps avec les imprimeurs, c'est pas notre travail. Mais ça, pour nous, c'est notre secret de durabilité. Parce que si on lâche cet aspect expérimental, on a vu, quand on a fait des grosses périodes de commandes, en fait, au bout on est vidé. Après, c'est des cycles. Voilà. Ouais. Et comment embrayer sur un autre cycle? Eh ben, il faut avoir du souffle, hein. Quand on a l'impression d'avoir tout donné, qu'on a l'impression d'être devenu un technicien parce qu'on sait parfaitement faire ce qu'on sait faire, enchaîner sur un autre cycle, ça demande peut-être de se remettre la main dans le métier et de se remettre en danger. De se réinventer. Donc c'est intentionnellement créer un espace de jeu et de respiration pour justement cet aller-retour entre la commande, les projets perso et par exemple, faire un livre mal fini comme celui-là, pour nous c'est essentiel. Par exemple, celui-là, ce qui est sûr, c'est qu'on va y piocher pendant les 5 prochaines années. Et on fera un livre des solutions. Un livre de solutions, oui, voilà, comme Gondry. Exactement, oui, ouais, voilà, Gondry. On va réparer chaque dessin un par un en proposant. Je sais pas comment il fonctionne, mais lui, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il fait une sorte d'humus complètement fou, et ensuite après, il est obligé de faire le tri pour faire quelque chose qui fonctionne. Et d'où je crois qu'il a un livre ce film qui s'appelle le livre des solutions. Oui, il est sorti il y a pas longtemps. C'est ça, il paraît qu'il je l'ai pas vu, non. Il paraît qu'il est bien. En fait, rien que le concept, il écrit dans un carnet et c'est son histoire. Il a vraiment à un moment écrit un livre avec toutes les solutions à tous ces problèmes. Et on se dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut un livre des solutions. Je pense qu'on risque de faire ça dans les prochains mois si on a le temps. C'est ça. Un livre des solutions et un livre des projets. On a des livres de projets, de livres
un livre de projet de livre. Et ça, on en a des dizaines. Voilà, après on les combine, on en discute avec l'éditrice et puis on les fait jamais. Mais il faut s'y mettre, ouais. Bon, on espère qu'Isinori expérimentera encore longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais explorer ou on est bon? On a tellement exploré que je trouve que ça fait une belle boîte de Pandore. Ouais. Un petit mot de la fin. Ouais. Peut-être que vous aimeriez avant de dire au revoir. Quand on a fait ce livre-là, le livre Merci, j'avais écouté en boucle la chanson des Eaux de Mars. Un pas, une pierre, un chemin, un morceau de racine et puis une histoire. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on a essayé de raconter là. Par des petits objets, des petites poésies, on raconte une grande aventure. Et puis juste en termes d'anecdotes, tout à la fin, on se retrouvait, on a eu un problème de fichier, donc on s'est retrouvé à 2h du matin en train de se battre sur notre ordinateur. On était sur une page, justement, la page des animaux. Et là, il y a soudainement, il y a une chauve-souris qui est rentrée dans la pièce et qui s'est mis à faire une très grande chauve-souris, pas une pipistrelle, à tourner, à faire des 8 dans la pièce. Et nous, on était là en train de nous battre avec des dizaines d'animaux. On avait un animal qui tournait en tous les sens et les fichiers. Et il y avait des insectes partout. Je sais pas ce qu'il y avait ce soir-là. Mais c'est chamanique, là. C'était, pleine lune. Et juste après, quand on a réussi à faire sortir la grosse chauve-souris, sur la table, il y avait une menthe religieuse, comme dans le livre, là. Incroyable. Une menthe de religieuse énorme qui se promenait. Et là, tu fais, mais où est-ce qu'on est? Et, vous étiez ailleurs. On était ailleurs. On était complètement ailleurs, ouais. On a les photos, hein, c'est vrai. On vous croit sur parole. Bien, merci d'avoir été avec nous pour raconter votre ailleurs. Merci. Et pour aller dans le fond des choses. On est vraiment ravis d'avoir pu explorer avec vous, prendre le temps de se raconter. Merci. Merci. Merci Mayumi, merci Raphaël, merci Isinori. Et puis merci nos auditeurs et nos auditrices, qui en fait le message passerait pas, quoi. Exactement. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything is connected!